Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Mo et Ous podcast. Moi c'est Mo et c'est Et Ous. Ous. Moi ça va Ous? Tranquille, toi? Comment ça se passe? Ouais, ça va Pas bien. trop Ben, fatigué? non, ben justement, on a eu une semaine de vacances, puis on est allé à Mont-Tremblant. Ah, Ouais, c'était un beau, un beau non. C'était chill, non. mais beaucoup de pluie, puis ouais, c'est ça. Non, Justement, pendant cette fin de semaine qu'on était en fait à l'intérieur, on a pu voir la finale de Ligue des Champions entre PSG et l'Inter, qui s'est fini sur en fait, une victoire du PSG 5-0. On va justement parler aussi de la finale de NBA ainsi que la finale de la NHL qui eux vont se suivre dès aujourd'hui, là, le temps que vous allez écouter cette vidéo. Ça ouais. va déjà commencer euh, Ça aujourd'hui. devrait débuter mercredi pour la NHL, puis jeudi pour la NBA. Ben, justement, pour la finale de la Ligue des Champions, c'était un match qui a été, en fait, pour le PSG du début jusqu'à la fin. Début de Hakimi. Euh, je pourrais pas nécessairement vous dire son nom complet. Désiré Doué. Visha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Voilà, ok. Kvaratskhelia. Ensuite, deux buts de Doué et un but de Mayoulou. Ben, vous l'avez vu le match, mais c'était une performance incroyable. Plusieurs joueurs ont pu marquer, puis c'est un peu ça la facette du PSG. C'est pas Messi, pas Neymar, pas Di Maria, pas Mbappé. Et là, on réussit à gagner sans nos vedettes. Donc, je pourrais en parler. Peut-être tu pourrais nous parler de ce jeu d'équipe qui a réussi à faire gagner le PSG. Donc, écoute, PSG ont changé un peu de mentalité. Dans les 2 dernières années, ils ont voulu se défaire cette mentalité où on va chercher les stars, cette recherche constante des stars, puis dépenser beaucoup d'argent sur ces derniers. Puis ils ont plutôt misé sur un projet sportif en allant chercher, certes, c'est pas des mauvais joueurs, là, pas, faut pas croire qu'ils vont chercher des jambons. C'était gars du Burley, là, ouais. C'est des joueurs qui sont quand même cotés en Europe. C'est des joueurs qui sont, tu sais, un Désiré Doué. T'avais le Bayern Munich qui était sur lui, qui a marqué un 2 buts en finale. C'est pas n'importe qui ils vont chercher, mais c'est des joueurs à fort potentiel qui vont progresser. Puis ça a porté fruit avec un excellent entraîneur en Luis Enrique, qui avait une vision de la manière que son équipe qu'elle voulait jouer. C'est sûr qu'aussi l'achat de Kvaratskhelia, que lui, c'est pas nécessairement une star comme Messi ou Neymar ou Mbappé, mais ça reste que c'est un excellent joueur qui pourrait être partant dans la plupart des équipes dans le top 8 européen. Selon lui qui faisait partie de l'équipe de Napoli, qui eux ont gagné la Serie A. Euh, donc, il faisait partie de cette équipe-là qui a pu leur donner autant de points. Puis tu t'en parlais justement de Luis Enrique, qui a été, tu sais, c'était pas un entraîneur, c'est un très bon entraîneur, mais c'est pas un entraîneur qui était mis aux mêmes échelons que Ancelotti, par exemple, ou Ouais. Mourinho, Pep, et bien d'autres, Jürgen Klopp. Mais pour lui, ça marque en fait, un premier gros résultat, en fait, au niveau club. Et Bah, il l'avait déjà avec Barcelone à l'époque, désolé de t'interrompre, là, en 2015. Il avait gagné la Ligue des Champions, puis il avait gagné un triplé avec cette équipe-là. C'est juste que bon, vers la fin, ça s'était pas trop bien passé. Puis avec l'Espagne, l'équipe d'Espagne aussi, c'est lui qui avait commencé le projet de rajeunir l'équipe en misant beaucoup sur des jeunes joueurs comme Nico Williams, par exemple. Puis on a vu que ça a porté fruit finalement à l'Euro 2024. Euh, mais malheureusement, il n'a pas pu finir son travail parce qu'il avait été éliminé par le Maroc ouais, en huitième de finale de la Coupe du Monde. du monde, Donc, ouais. mais c'est ça. Donc, je pense que maintenant, avec sa victoire avec le PSG, il est le premier entraîneur à ramener une Ligue des Champions pour ce club-là. Je pense qu'il justement consolide sa place avec les entraîneurs que tu as nommés. Merci de m'avoir corrigé sur j'avais oublié ses Ouais, conquêtes au Barça. ouais. En fait, mon point, c'était plus, en fait, qu'est-ce qui le rend un peu mais, en fait, différent des autres coachs là, que on a vu cette année. Ils ont tenté de pouvoir gagner. Par exemple, Pep au Manchester City, ça n'a pas trop fonctionné. Le Real qui s'est avoué, en fait, vaincu en, je pense, demi-finale là, contre, Au non, quart de finale. ouais, Quart de finale ton contre équipe Arsenal. Arsenal. Ouais. Ouais, ouais, exact. Un bon moment de notre saison, malgré qu'on a absolument rien gagné. Fun. Bon, parlons d'une équipe qui a rien gagné à terre.
vous avez vaincu en finale au moins de la Ligue des Champions, mais eux qui s'avouent en fait, retournent à la maison avec aucun trophée cette saison, malheureusement pour cette équipe de l'Inter, avec des d'autres équipes de la Serie A que eux sont en train en fait, de se réarmer. Justement, Napoli qui va aller chercher Kevin De Bruyne, euh, AC Milan qui sont allés signer Modric. Donc on voit les équipes de la Serie A qui tentent maintenant. On ne sait pas encore ce que malgré leurs problèmes financiers, mais qu'est-ce que l'Inter, on voit beaucoup de joueurs qui sont à l'intérêt peut-être d'aller le voir, mais pour toi, c'est quoi un peu l'avenir de cette équipe-là? Premièrement, c'est la meilleure, ça reste la meilleure équipe italienne, même s'ils ont rien gagné. Malheureusement, ils ont été très malchanceux. Ils ont un peu la même histoire que le Bayer Leverkusen en 2001, où ils perdent le championnat sur la dernière journée du championnat. Et ils perdent la coupe en finale. Ils perdent en finale de Ligue des Champions sur le fameux contre le Real Madrid, sur le fameux but de Zidane sur une reprise de volée. Euh, ils ont connu un peu la même fin malheureuse que le Bayer Leverkusen, où certes, ils ont été la meilleure équipe italienne en général, et c'est la meilleure équipe italienne dans peut-être les 5 dernières années. Euh, mais malheureusement, ils n'ont pas pu remporter sur les derniers tiers, ils n'ont pas pu finir le travail. Pour ce qui est de l'avenir de cette équipe-là, c'est une équipe qui a été rachetée par un groupe d'investissement. J'ai pas le nom en tête là. Donc c'est un groupe d'investissement qui a beaucoup d'argent. Puis le club a enregistré des profits pour la première fois depuis des années. Donc ils ont enregistré 40 millions de profits. Donc c'est quand même très bon pour le club. Donc ils vont avoir beaucoup d'argent l'été prochain pour renforcer Ils cet cherchent en ce effectif-là. moment il y a des noms qui sont en tête en ce moment pour dans les rumeurs. Luis Enrique de OM, je crois. J'ai entendu ouais, exactement. Tu as entendu avec Bayern Leverkusen, ça tu l'as mentionné. Eux qui sont en train de faire une Lui, vente il de a feu. signé au Bayern Munich. Il a signé, Ah, c'est c'est déjà officiel. c'est Jonathan officiel? Tah, ouais, Ok, c'est non, on officiel. peut l'enlever M- de ça Mais tu dessus. vois, dans les profils qu'il recherche, c'est des profils plus jeunes, parce que c'est une équipe très vieillissante, et il recherche aussi des joueurs un peu plus athlétiques. Parce Comme que je pense que c'est Oylen, ça par qui a fait exemple. exactement. Je pense que c'est ce qui a manqué dans cette équipe-là aujourd'hui, c'est que ils n'ont pas pu tenir face à l'intensité que le PSG a imposé dès le début du match, où ils ont été complètement effacés. Des gars comme Nico Barella, absent, Mkhitaryan, certes, vaillant joueur, mais trop vieux pour jouer des matchs Exact, ouais. au volet comme ça. Akan Chuglu, pareil, c'est des bons joueurs, mais c'est pas pour ce niveau-là d'intensité. Puis malheureusement, un gars comme Fratesi, par exemple, qui a marqué le but vainqueur contre le Barça, aurait peut-être pu aider, il n'a pas joué. Un gars comme Bissek, au lieu de faire jouer Pavard qui revenait de blessure, peut-être aurait un peu plus euh, été utile dans ce genre de match-là, mais bon, c'est trop tard là pour. C'est toujours facile de parler après coup. Moi, je pense que le PSG avait une meilleure équipe avant et même le match nous l'a montré. Mais tout n'est pas à défaire pour l'Inter. On va voir si Simone Inzaghi va rester. Je pense qu'il a une réunion demain avec le board de l'Inter. Donc, on va voir s'il décide de rester, prolonger l'aventure avec l'Inter ou il préfère quitter. Je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi l'Arabie Saoudite, des clubs en Arabie Saoudite seraient intéressés. Donc, ils seraient capables de lui donner un Donc, ils salaire vont aller très chercher élevé. des coachs aussi dans ça. Bah oui, ils ont de l'argent, donc il serait peut-être. On va voir qu'est-ce que lui décide de faire. Sinon, ils vont devoir se dépêcher pour aller trouver un entraîneur pour le remplacer, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais reste que tout n'est pas à défaire. Ils vont devoir rajeunir leur effectif, puis ajouter des profils qui ressemblent un peu à ce que le PSG a fait. Des joueurs techniques mais qui amènent une touche un peu plus athlétique de deux façons. En phase de possession, mais aussi en phase de transition, ils sont capables de te punir avec leur vitesse et leur intensité. Maintenant, en fait, juste pour terminer ce segment, en fait, Mm. football, soccer, euh, ta prédiction pour le gagnant du Ballon d'Or, brièvement, c'est qui pour toi? Moi, je vais faire un case pour mon boy Hakimi. OK? Ok, Ouais, ouais. parce que moi, je suis tanné de toujours voir les mêmes.
toujours c'est rendu un trophée d'attaquant de nos jours. Puis, moi, j'estime que du moment que t'as pas des statistiques affolantes comme l'avaient des Messi ou des Ronaldo, tu peux pas juste unanimement claim que t'es le lauréat du Ballon d'Or. Moi, si on juge sur la saison, certes, Dembélé a beaucoup contribué, surtout dans le dernier tiers de la saison où il a marqué des buts. Il est parti sur une séquence folle de buts marqués. Certes, ça a été important, ça a contribué à ce que l'équipe gagne. Euh, mais Hakimi, c'est une médaille de bronze aux Olympiques. Euh, il demande pas de vacances, il vient tout de suite, il débute la saison avec le PSG. Il ne se blesse pas du tout durant la saison, joue pratiquement tous les matchs. Pour faire un Euh, quadruplé cette saison, avec la Ligue exactement. 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et une autre, c'est une autre coupe en France. Là. C'est le trophée des champions, je pense. Ouais, c'est la super coupe de France, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, ça, Dembélé aussi a le claim pour ça. Ça reste, c'est des stats affolantes qu'il a pour un latéral droit. C'est pas un ailier droit, c'est un latéral droit. Donc, 9 buts et 14 passes décisives. Et il marque des buts importants en quart de finale, demi-finale et en finale de la Ligue des Champions. C'est lui qui a marqué le premier but Et c'est pour les le buts PSG. vainqueurs. Ben, il marque un but important pour le PSG contre Aston Villa. Quand on voit le résultat, comment Aston Villa sont revenus au score, je le sais comment ce but-là était important. Il marque le but du break contre Arsenal, le deuxième. Puis il marque en finale le premier but sur, euh, sur une belle passe de Désiré Doué. Moi, je trouve que c'est un gars plus régulier, mais sinon, moi, je pense qu'ils vont le donner à Dembélé. Dembélé ou peut-être Lamine Yamal. Si on me demande Si mon avis. Lamine Mais si je devais, Yamal gagne, wow, à 17 ans, ouais, ça serait réussir malade. ça, ce serait Ça du jamais serait vu. fou. Puis, sinon, pour ce qui, moi, si je devais choisir, moi, personnellement, le lauréat, ça serait soit Hakimi ou Vitinha. On a mention honorable à Vitinha. Je trouve que ce gars-là, on n'en parle pas assez de sa saison. Euh, c'est un joueur qui a été excellent lui aussi, tout comme Hakimi au milieu de terrain. Ça a été le patron au milieu de terrain. Euh, L'entraîneur le fait évoluer à un poste que personne jugeait qu'il était capable d'évoluer, donc poste de numéro 6 en sentinelle. Il a été excellent du début jusqu'à la fin de la saison. Donc, mention honorable à Vitinha, excellent joueur, très technique. J'adore ce joueur-là. Puis, on verra qui gagnera. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est... J'aurais tout faire mon glé, ça. Non, pour vrai, si je devais, ouais, ce serait sûrement Dembélé, là, comme tu as dit, là, les prédictions, si j'avais à prédire. Mais un joueur que j'aurais peut-être Rafinha avec le Barça, qui joue un peu dans l'ombre de Lamine Lamal avec le Barça, même si tu sais, Lamine Lamal est tellement jeune, c'est un prodige, mais Rafinha aussi, c'est un excellent morceau de cette équipe du Barça qui a pu revenir malgré toutes les problèmes qu'ils ont eu après le départ de Messi, problèmes financiers, ils ont réussi à rebâtir une équipe, c'est aussi grâce à des joueurs comme Rafinha, Pedri, justement. Euh, ouais, on va, ça c'est maintenant le moment, c'est pas football, soccer, euh, notre premier qu'on a jamais fait ce podcast. Maintenant, on va Il y en aura revenir d'autres. à, ouais, c'est sûr, on va en faire avec la Coupe du Monde qui s'en vient en Amérique du Nord. On va Ouais. être là pour le voir. Maintenant, on va pouvoir passer à un segment que vous connaissez un peu plus, le segment NBA. Et surtout, c'est sûrement un des segments les plus importants qu'on a jamais fait parce que là, on parle de la finale de la NBA qui va commencer ce jeudi, qui vont mettre à l'épreuve les Pacers d'Indiana contre les Thunders de Oklahoma City. Deux équipes qui sont qui se ressemblent beaucoup en termes de statistiques là, en général. Eux qui se retrouvent dans le top 3, top 2, dans pas mal toutes les statistiques depuis le début des séries. Euh, mais en termes de style de jeu, c'est deux équipes qui pourraient ne pas être autant différentes. Puis on va pouvoir vous en parler dès maintenant. Euh, en fait, on va pouvoir aller dans les détails. On pourra pas aller dans les détails sur les technologies puis comment les joueurs jouent, parce qu'on peut pas vous montrer vraiment des highlights là, de comment ces équipes jouent. Mais en termes de façon de faire que les équipes ont pu en fait construire des équipes, c'est un peu plus différent que les dernières années, puis qui prônent en plus un esprit d'équipe
que, en fait, des Big Three. Puis je voulais voir avec toi, là, qu'est-ce que tu en pensais de cette nouvelle ère là, de NBA? Malgré que ces deux équipes-là ont des All-Pros, puis SGA, était le MVP de la saison, on voit quand même que bâtir une équipe au complet, en fait, avec 8-12 joueurs, c'est aussi important que bâtir 3 joueurs. Puis justement, il y a une équipe qu'on Ouais, adore détester sur ce show, les Suns, qui ont tenté de reproduire cette, en fait, ancienne ère avec 3 super Big Three, puis ça n'a pas fonctionné du tout dans la télésérie, justement. Puis je voulais voir avec toi, qu'est-ce que t'en pensais de en fait, ce genre ouais, de... effectivement, t'as raison. Donc, puis c'est ironique comment c'est deux des plus petits markets de la ligue qui s'affrontent en finale. Ça montre bien qu'ils ont été très bien gérés, ces équipes-là. Euh, Ils ont fait beaucoup de... euh, les deux GM de leur côté ont fait beaucoup d'échanges payants, puis beaucoup de bons choix au repêchage. Un peu plus du côté de OKC où bon, ils ont fait des échanges qui ont très bien tourné en leur faveur là. Pour parler Ils des vont continuer SGA. à... Ouais, exactement. Mais pour Indiana, pareil, tu sais, un gars comme Haliburton, c'était quand même à l'époque, c'est l'échange entre Sabonis et Haliburton, c'était vu comme un gagnant-gagnant. Mais moi, je trouve que reste quand même gagnant-gagnant dans le sens où l'échange répond exactement aux besoins des deux équipes. Les deux joueurs sont excellents. C'est juste que à la différence des Kings. Les Pacers ont un très bon management. Ils ont été capables de bâtir une équipe euh, solide autour de Liberton. Et en plus, ils ont un très bon coach en Rick Carlisle. Là. Tu sais à quel point j'aime beaucoup cet entraîneur-là. Un des entraîneurs les plus sous-estimés dans la ligue, même si c'est pas un des entraîneurs les plus populaires parmi les joueurs. Mais très souvent, les très grands entraîneurs sont pas très aimés par les joueurs en général. Donc, ça, c'est non, vas-y. Je voulais dire. I take good players into great players and great players into champions. C'est Ouais, un peu ça que les grands entraîneurs sont capables de faire, c'est que oui, tu vas devenir un très bon joueur avec moi, mais si tu veux être tu veux être champion, faut que tu passes à travers ouais, tout euh, le pool. toute bullshit puis toute la merde que je vais te lancer durant les entraînements. Donc, pas tous les joueurs qui vont vouloir passer par là. Puis ces deux équipes-là, on le voit que ils ont entré dans un système. C'est pas nécessairement un gars ou deux gars, c'est toutes les joueurs au complet vont essayer de le faire. Puis on le voit en fait, dans le rating, là, par exemple, defensive rating pour OKC, qui est le meilleur de toutes les équipes là, dans le playoff par beaucoup. Puis en fait, qu'est-ce que, selon toi, fait la différence pour ce type défensif là, de OKC qui a pu, en fait, de contenir, par exemple, des joueurs comme Anthony Edwards et tout? Ouais, c'est les acquisitions qu'ils ont fait qui sont assez importantes. Et ils sont allés chercher un Lou Dort, par exemple, mais pas juste lui. Un gars comme Caruso, ils ont fait un échange cet été pour Joshua Giddey. Euh, ils sont allés chercher aussi un Cason Wallace qu'ils ont repêché. Donc, c'est des joueurs qui sont connus pour leur défense, puis qui sont très responsables défensivement. Puis t'ajoutes ça au fait que t'es quand même bien coaché. Donc, ils ont le meilleur coach la saison dernière en Marc Daigneault, euh, qui les entraîne, qui a instauré une mentalité défensive dans cette équipe-là. Puis en plus, t'es allé chercher un gars comme Arnstein, où t'étais pas... Une de leurs faiblesses l'an dernier, c'était qu'ils manquaient un peu euh, euh, de size, de gabarit dans le paint. Donc, ils sont allés chercher justement un gars comme Arnstein qui remplit ce rôle-là, ce qui vient aider un peu un gars comme Chet Holmgren qui est pas nécessairement le plus physique des joueurs, mais il est très grand. Donc avec ses longs bras, son reach et des gars comme J-Dub, t'ajoutes Lou Dort, Caruso, Ouais, Cason Wallace, justement, tous tu ces parlais du personnes. 16. Ouais, vas-y, Ouais, vas-y. justement, en fait, tu parlais du 16. Justement, dans la série contre les Timberwolves, la seule fois où, en fait, le seul match où ils ont perdu, là, c'est fini en 5, c'était la victoire dans le match numéro 3, des Timberwolves 143 à 101, et c'était le seul match où les Timberwolves ont eu plus de rebonds
que OKC par beaucoup. Et, C'était 50-31. Tous les autres matchs, ça a été plus que 40 et pour... généralement, si tu veux trouver une corrélation entre une équipe qui gagne ou pas, généralement, c'est l'équipe qui a le plus de rebonds qui finit par gagner un match. C'est la seule fois où j'ai vu une équipe être mauvaise au niveau des rebonds, puis quand même trouver le moyen de gagner, c'était le Miami Heat de l'époque avec LeBron James. C'était une des Justement, pires équipes. c'était dans l'époque, tu joues avec trois gars, passe la balle, puis shoot. Tu comprends? Byron C'est Chalmers, une des, ils font pas de shot. mais c'était une des rares fois. Mais pareil, même cette équipe-là avait quand même de la depth. Ouais. Ils avaient trouvé quand même le moyen d'aller chercher des joueurs importants, des Shane Battier qui ont rempli un rôle important. Bah oui, Udonis Haslem, mais pas juste lui. Mike Miller qui a été important aussi dans des matchs importants avec ses 3 points. Ray Ben, Allen, par exemple. Donc, tous exact. ces gars-là. Et avec OKC, c'est ça qu'ils ont fait. Puis en même temps, la même chose pour les Pacers, qu'ils sont allés chercher Pascal Siakam durant La saison l'an dernier, ouais. ouais, exactement. Ouais, le Puis marché des échanges. ça l'a payé maintenant parce qu'il a réussi à gagner en fait, le Conference trophée. Finals MVP. Donc, on voit que les pieces ont été mis en place petit à petit pour chaque équipe. Justement, deux pièces importantes qui viennent justement de Montréal-Nord, Mathurin et Luckensdorf, qui deux Québécois qui vont se remonter en finale, la première fois de l'histoire de notre province. En fait, comment ces deux joueurs-là vont pouvoir en fait impacter leur équipe individuelle? Je sais que Mathurin, en fait, le suivant, là, durant son époque collégiale, un joueur qui drive, un joueur qui a de la passion, toujours en quête je dirais pas de trouble, mais un instigateur dans l'enfance. Et puis pour le Gainstorp, c'est vraiment en fait le claw pour la défensive de OKC. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous en dire sur ces deux joueurs-là? C'est deux joueurs qui ont des rôles différents dans leurs équipes. Je donnerais un avantage à Luguensdorf où il a un rôle beaucoup plus défini et important dans son équipe donc ici. Pour Bénédicte Mathurin, dernièrement, il en arrache un peu. Son temps de jeu commence à diminuer de plus en plus. Rick Carlisle l'appelle beaucoup moins pour... Il a eu un match où il a quand même bien joué, mais en général, il en arrache beaucoup. Donc, il va falloir qu'il trouve un... malheureusement, pour Bénédicte Mathurin, je trouve qu'il n'a pas encore trouvé son rôle dans la NBA. Dans cette équipe-là, en tout cas d'Indiana. Il va falloir qu'il s'installe et qu'il trouve une régularité pour qu'il puisse justement Moi, je le devenir vois comme une des stars de la NBA. je le vois comme étant un bon six-man, come off the bench, amène de C'est ce qu'il l'énergie. est présentement. Ouais. Mais c'est Exactement. juste que souvent en fait, c'est vraiment sa défensive là, qui laisse un peu plus à désirer. Puis c'est souvent le cas des jeunes joueurs dans la NBA. Exactement. Être bon offensivement, c'est quelque chose qui devient naturel. Mais jouer bien défensivement, c'est apprendre les systèmes. Ça peut changer de jour en jour. Puis C'est ça, en fait, exactement. le temps d'adaptation est un peu Tu vas avoir plus un difficile parce que t'as pas aperçu un tout peu vu encore. tu vas avoir un aperçu un peu de la série de Bénédicte Mathurin. Premier match, 9 points, 3 rebonds. Il joue 21 minutes. Deuxième match, 11 minutes, 0 points, 0 rebond, 1 assist. Troisième match, 8 minutes, 2 points, 2 rebonds, 2 assists. Ça, c'est le match numéro 4. Il joue 12 minutes. Ça, c'est impressionnant. Il marque 20 points, fait 2 rebonds, 2 assists. Le match suivant, l'entraîneur lui fait confiance, un peu plus. Il le fait jouer 25 minutes. Il marque 23 points, 9 rebonds, 0 assists. Le match décisif, le match numéro 6, il a joué seulement 9 minutes pour 4 points et 1 rebond. Donc tu vois, il est capable Ouais, d'exploser et c'est ça. avoir de matchs excellents, mais il est capable aussi d'avoir des stinkers. Donc il va falloir qu'il trouve une certaine régularité dans son jeu, qu'il devienne vraiment un des meilleurs joueurs de la ligue. Là. Bon, puis ça me fait un peu penser à un J.R. Smith avec les Cavaliers, qui lui pouvait exploser pour 25 points, ou en fait tu le vois à peine dans le match. Donc Ouais. c'est un peu ça Bon, espérons qu'il ne le devienne genre pas de un J.R. règlement. Smith. Il a été excellent, J.R. Smith, mais il est capable du meilleur comme du pire, lui. LeBron de sait beaucoup. Ouais. Mais, justement, là, il y a beaucoup de gens qui en fait, qui brush aside, là, je sais pas comment dire ça en français, les Pacers contre OKC.
c'est sûr que c'est un match-up qui est très difficile pour les Pacers de le faire. Est-ce que les gens peuvent peut-être s'attendre à un challenge? Est-ce que les gens prennent les Pacers un peu trop pour acquis sur ça ou les OKC sont vraiment d'alcool? Moi, je pense qu'OKC sont juste trop forts. C'est pas nécessairement un- une critique envers Indiana, mais je pense qu'ils vont manquer un peu trop de d'atouts pour vaincre cette équipe d'OKC. Surtout le break leur défense. S'ils sont capables de break leur défense puis jouer de la manière comme ils le font depuis le début des séries, marquer, puis ils sont 8 à 9 joueurs qui sont capables de marquer over 10 points, là, ils ont une chance de gagner. Peut-être parce que Là, ils auraient vraiment une chance de gagner, mais est-ce qu'ils sont capables de garder ça sur 4 matchs où ils vont gagner? Ça justement, reste tu l'as dit à voir. que Surtout contre plusieurs la meilleure joueurs sont défense. capables, comme tu l'as dit, que plusieurs joueurs sont capables de faire des points. Les Pacers sont premiers en points par assist en termes de pourcentage. Premier assist comparativement au nombre de périvérois. Premier pour assist par match. N'importe quel stat qui parle de team play, puis d'esprit d'équipe, puis de concept d'équipe, les D'équipe, Pacers sont c'est eux. premiers. Mais tout ce qui a rapport avec La défense. défensivement, les Thunders, s'ils sont premiers, sont en fait premiers en pourcentage, le moins nombre de pourcentage de revirements par match, par 11,6% par match. Les Pacers, eux, sont troisième à 12,7%. Donc, très proche, mais un 2% peut faire la différence contre un 101 à 100 dans un match, par exemple. On remarque les cotes défensives, offensives, les Pacers qui sont deuxième en termes de cote offensive, là, en fait, offensive rating, si vous regardez Ouais, ça exact. sur ESPN, et ben, neuvième en cote défensive. Donc, une équipe qui est Dans capable les de, séries, ouais. si on remarque, en fait, le nombre d'assists, le nombre en fait, le peu de revirements, c'est une équipe qui est capable de faire beaucoup de points sur les fast breaks, mais en défensive, peut aussi te prendre. Mais si on remarque C'est ça. avec OKC, c'est troisième en cote offensive, mais premier en cote défensive. Donc, et aussi, en termes de pace, c'est la deuxième équipe la plus rapide de toute la ligue en playoff. Donc vraiment, c'est deux équipes qui sont capables de marquer beaucoup en fast breaks, mais en termes d'avoir un bloc défensif, OKC est ben, prôné à en faire beaucoup moins. La seule différence, c'est que OKC, justement, il profite beaucoup des revirements qu'il crée pour aller marquer des points faciles, ce que peut-être Indiana fait pas. Parce que je pense pas qu'ils ont une aussi bonne défensive qu'OKC. Et c'est ce qui va, moi, je pense que c'est ce qui va jouer entre les deux équipes. Une équipe a une meilleure défensive que l'autre. À moins que vraiment Indiana se concentre là défensivement puis soit il passe à un autre niveau défensivement. Puis peut-être si Rick Carlisle trouve un game plan pour contenir l'armada offensive du Thunder. S'il trouve ce moyen-là, ben, peut-être ils ont une chance de gagner cette série. Justement, d'avoir des chances de gagner une série, on va passer à la NHL, parce que les Oilers tentent encore une fois d'aller conquérir la Coupe Stanley et encore une fois contre les Panthers de la Floride. C'est sûrement la première fois qu'on voit, en fait, c'est la première fois depuis 2008-2009 2008-2009. qu'on voit un rematch back-to-back dans deux années consécutives. 2007-2008, c'était la première année que j'ai écouté le hockey. Wow. Et 2008-2009, c'était la première année où j'ai suivi le hockey là, de près chaque match. Mon fandom des Canadiens a commencé. Et ça fait quasiment 20 ans par la suite qu'on se retrouve maintenant avec un autre match-up. Et comme l'a été en 2008-2009, c'est pas un match-up qu'on est vraiment... C'est un match-up qu'on voulait revoir. Parce que le fait que les Oilers sont revenus derrière 3-0, amenés à un match numéro 7 et perdre de la sorte, euh, il fallait pas que ça se termine comme ça. Il fallait qu'on ait plus de matchs pour Ouais. vraiment comprendre cette série. Depuis le début de la série, tu t'en souviens qu'on parlait justement des Oilers contre les Kings. On a été super critique de Stuart Skinner. Et lui, en fait, a réussi à ramener en fait, à un niveau qu'on n'a jamais pu savoir qu'il allait revenir là. Mais justement, de l'autre côté, t'as Bobrovski que lui, en fait, est un peu dans le shadow, un peu dans l'ombre de ses coéquipiers offensifs. Lui qui connaît des excellentes séries, mais n'a pas besoin nécessairement de faire des arrêts incroyables, extraordinaires. Vraiment, c'est
deux gardiens qui en fait vont pouvoir pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Mais qui tu penses qui aurait un avantage là, dans les buts? Parce que je vais commencer vraiment avec les gardiens de but, parce que pour moi, c'est le point marquant de cette série. Et dans les buts, c'est sûr que c'est les Panthers, mais par contre, moi, si je devais désigner le joueur le plus important de la série pour les Oilers, c'est vraiment Stuart Skinner. Parce que moi, je pense pas que McDavid ou des gars comme Draisaitl, j'ai pas à m'inquiéter d'eux par rapport à leur rendement sur la glace. Entre un gars comme Stuart Skinner, là, on sait pas. D'accord, tu peux avoir le meilleur comme le pire avec lui, donc série. Si ce gars-là ne se présente pas ou joue comme il l'a joué durant les 2 premiers matchs contre les Kings, ils ont absolument aucune chance de gagner cette série. T'as beau avoir des performances légendaires de McDavid, ça sera pas suffisant. Parce que de l'autre côté, t'as quand même un gardien de but élite en Bobrovsky. Donc il va être capable de faire des arrêts importants quand il le faut et il est capable de voler des matchs. Donc, Skinner, concentre-toi, mets-toi comme objectif 3 buts et moins. Et, Si je suis à 2 buts, c'est bon. évidemment, puis sur Marc, en fait, des statistiques aberrantes là, pour les Oilers. J'ai pris expected goals, ou but expected, je sais pas comment on dit ça en Ouais, français. Là. En fait, ouais. en Et fait, ça calcule, exactement, mais ça calcule, en fait, combien de buts les choses par une créées. chance de marquer, Ouais. combien devrait rentrer, là, si le gardien n'aurait pas arrêté. Les Oilers sont premiers à 39,79 de buts expectés, mais deuxième, avec 31,64 de buts alloués expected. Donc vraiment, Ils allouent beaucoup d'occasions, mais ils en beaucoup créent d'occasions, beaucoup. mais on fait exactement. Puis si on remarque, puis j'ai des statistiques par joueur en fait, on ice expected goals differential. Donc, c'est la différence, quand ils sont sur la glace, combien de buts tu devrais avoir. Je vais vous donner le top 3 des Oilers. C'est Connor McDavid à 14 points de match. Donc, quand ils sont La sur la moitié. glace, La moitié des expected goals, ça vient de lui. c'est Connor McDavid. Evan Draisaitl, 12,8. Et Ryan Nugent-Hopkins, 9,3. Avec Ouais. Evan Bouchard qui suit de près à 9. Et par la suite, ça descend dans les 7. Et 8 joueurs des Oilers sont en fait, dans le moins. Dans le Donc, négatif. quand ils sont sur la glace, tu devrais Tu, en avoir tu plus. concèdes des chances. Exact. C'est pas nécessairement super flagrant. Par exemple, adversaire à moins 0,5, avec moi on a moins 0,8. Un joueur, on devrait en parler, c'est Darren Anders, c'est moins 4,9. Donc, pour Darren Anders, c'était des séries difficiles, mais pour son coéquipier, Evan Bouchard, c'était des séries incroyables. Lui, on a été critique envers lui dans la saison régulière, avec raison, mais en série, il était un beast jusqu'à maintenant. Mais pour Et je son pense qu'il collègue, est dans les meilleurs défenseurs de l'histoire en termes de production. Euh, ok, ouais, ouais, dans de sa l'histoire, contribution, ok. ouais, ouais, il est dans les rangs des Paul Coffey puis des Raymond Bourque. Ouais, puis tu le vois dans les statistiques. Par exemple, si on regarde pour les Panthers, c'est une différente histoire. C'est beaucoup plus équilibré. Sur Mark Sam Reinhart, qui est le premier, avec 11,6 de buts en ice expected. Matthew Tkachuk à 10, Barkov à 7,1. Puis ça va vers 6,6 pour Verigny. Donc on voit c'est beaucoup éparpillé. Puis on remarque le joueur qui le moins, c'est Lustorainen avec 3,6. Donc un attaquant. Euh, mais un joueur, par exemple, Nicolas, moins 1,8, c'est un peu surprenant. Mais lui, qui a connu de très bonnes séries C'est un à date. défenseur. Exact. Donc, ben, à moins 1, ça devrait être correct. Pour vrai, si vous le voyez, c'est vraiment un dragon à deux têtes contre un monstre du Loch Ness là, qui est inarrêtable là, en ce moment avec les Panthers. Il y a aussi un aspect, je pense, c'est la perte de Zach Hyman. Très dur. C'est un gars qui ramenait beaucoup de physicalité dans cette équipe-là, puis il va leur Très bon manquer marqueur aussi. très bon marqueur. Puis contre une équipe comme les Panthers qui joue rough, t'as Ouais. besoin d'avoir des joueurs comme Zach Hyman. Donc, et il Exactement. y en a Puis pas beaucoup dans cette équipe-là. Je sais qu'ils ont ramené Evander Kane est revenu au jeu, donc ça va aider. T'as Corey Perry aussi qui joue des bonnes séries présentement.
Donc ils ont quelques joueurs, mais ça reste qu'il manque du toughness dans cette Ouais, des équipe-là. joueurs de haut talent, c'est ça qui manque un peu à la def des Oilers, parce que oui, des joueurs avec du grit, puis des joueurs qui sont capables d'aller dans les coins, de faire des jeux défensifs corrects, puis il y en a, là, de même dans les mineurs. Mais quand on parle de joueurs avec talent qui sont capables de mettre la rondelle dans le but, plus les blessures vont aller, moins il y en aura dans le line-up. Puis c'est un peu ça, là, en fait, le poison des Oilers. Comparativement aux Panthers, que eux ont bâti leur équipe avec du talent et avec du grit. Donc, on voit beaucoup de joueurs avec de la vitesse, des joueurs qui ne savent pas de mettre de la pression. Puis c'est vraiment une différence entre une équipe des Panthers qui aime avoir un forecheck low, qui aime, en fait, on va- mettre en fait, la vie dure aux défenseurs avec beaucoup de pression dès le départ. Mais les Oilers qui sont sûrement la meilleure équipe de la ligue en termes de sortie de zone. Donc, Ça, c'est un peu la différence. Puis si on regarde les Panthers, comment ils jouent, si on va bloquer dans la bande, mais si tu essaies de faire un jeu en milieu, on a aussi le F3, par exemple, qui est souvent Mathieu Tkachuk, qui va aller te chercher, là, puis j'écoute beaucoup de hockey psychology, là, sur YouTube, ouais, qui montre tout ça, là, si vous êtes intéressé, je vous conseille fortement cette chaîne. Lui, toi, justement, t'es aussi ouais, un fan. très bonne chaîne, ouais. Mais justement, il en parle de ça, mais je voulais voir avec toi, avec, en fait, deux styles différents d'équipes qui se sont vus l'an dernier, qui se sont vus encore cette année, et qui n'ont pas beaucoup changé. Pour toi, c'est quoi vraiment le X-Factor là, de cette série? On a parlé des gardiens de but, mais en termes de qu'est-ce qui pourrait faire vraiment la différence là, entre ces deux équipes-là pour le compte entre ces deux équipes? Je sais pas si t'avais un X-Factor en particulier. Ouais, je pense que j'en ai parlé, c'est Stuart Skinner. Mais sinon, c'est sûr que c'est une opposition de deux styles. Donc, c'est sûr que si le style des Panthers peut devenir vulnérable face à la vitesse d'un McDavid, par exemple. C'est quelqu'un qui peut te punir assez facilement si tu manques ton forecheck ou tu es en retard sur ton forecheck. Mais par contre, ils ont une tendance aussi, c'est les mêmes défenseurs des Oilers à faire beaucoup de revirements. Donc, ça reste à déterminer. Moi, je pense que c'est le toughness. Ça va être à quel point les Oilers vont s'arranger pour pas tomber dans le piège des Panthers et pas jouer leur style de jeu où ils aiment ça les jouer rough. Ils ont beaucoup de pestes qui sont capables de Ouais, si on en d'instiguer, rajoutait rester une de plus avec Bob disciplinés. Marchand. Donc justement, ça peut causer en leur faveur s'ils restent disciplinés des avantages numériques. Puis tu peux justement te créer des buts grâce à ça. Pour ce qui est des Panthers, c'est continuer comme ils le font, jouer à leur façon, aller chercher très haut les hauleuses, les forcer à faire des revirements, puis exploiter le plus possible, mettre de la pression sur eux pour marquer des buts. Puis tu l'as remarqué avec, par exemple, pour les Panthers, tu as parlé de pénalité, tu as parlé de discipline. Par exemple, dans la série de l'an dernier, dans les trois premiers matchs, les Panthers n'ont accordé aucun but en avantage numérique pour les Rollers, que eux ont finalement réussi à marquer leurs seuls deux matchs avec des buts en avantage numérique dans le match numéro 4 et 5, une victoire de 8-1 et 5-3. Pour les Oilers et pour les Panthers, eux ont marqué aucun but en avantage numérique de tous les séries dans l'année. Ils n'en ont marqué aucun, ça n'a pas été un facteur important pour eux. Justement, c'est la différence entre les deux, c'est les Oilers, t'as peur de l'avantage numérique, mais en fait, Ouais. C'est ça, exact. on va forecheck. Il y a toujours un gars sur le bumper qui va essayer d'aller shoot, faire Que un ce soit de play la facile. première ou de la Ouais, quatrième ligne. exact. Même si c'est Barkov ou Reinhardt ou Mathieu Tkachuk ou Brad Marchand ou Lusterrainen, Ouais, Anton Lundell, ils jouent tous de la même façon. exact. Et si Tous. tu remarques, par exemple, si vous donnez un exemple là, pour le Canadien, souvent le bumper, ça va être Suzuki, New Hook, c'est le centre qui va jouer sur le bumper. Rope Ince, qui l'a fait souvent pour les Stars dans la série contre contre les Oilers. Ils sont au courant de qui va être là. Un gars comme Barkov, qui va être souvent devant le filet pour faire les jeux. Et Rod Padamo l'avait dit.
quand ils se sont fait battre contre les Panthers, c'est le standard de la NHL maintenant. Donc, Ouais, tout le monde va essayer de répliquer les Panthers comme tout le monde a essayé de répliquer les Pittsburgh quand ils ont amené 2016-2017, c'était la vitesse. ouais, La vitesse. Faut avoir des joueurs vite. Les Pittsburgh, les Penguins qui ont amené ce genre de style. Le quatrième trio, c'est pas des goons, c'est pas des gars qui savent pas non, jouer, là aussi, t'auras des gars talentueux qui ont de la vitesse. Puis par exemple, Marc Bergevin, la saison d'après, c'est quoi qui était dit durant la pré-saison, c'est quoi qu'on voulait amener. mhm, Donc, c'était copier-coller. C'est ça qu'on va faire. Puis pour les Oilers, on, on l'a vu avec, puis justement, t'en as parlé de Zach Hammond dès le début. Zach Hammond jouait justement ce rôle du ouais, bumper exact. devant le filet. Ben oui. Ah, Ah, bâton sur la glace, attends. Ouais, juste attends, puis la rondelle va arriver. Ah, ouais, ouais. Just shoot. That's it. You know? Uh, you know? To the pass, just do this, hein? Just, exactly. Comme ton boy Kimi, là, quand il a marqué son but contre l'Inter au premier match. Tap in. Juste comme ça. So, pour les Panthers puis les Oilers, ça va être un match-up super intéressant. Je peux pas vous dire ça, on vous dire maintenant qui va gagner ou pas, parce que l'an dernier, ça a commencé 3-0, c'est revenu à 3-3, ça a fini 4-3 pour les Panthers. Who knows comment ça va être, mais ça va être super intéressant de voir comment ces deux équipes vont se combattre entre eux. Là, on finit avec le dernier segment, c'est nos prédictions. Là, et toi, qui est en combien de matchs? je vais me mouiller une McDavid We Trust au lieu en 7. On les en sept. Au lieu en 7. J'ai trop douté de lui. J'ai prédit les Oilers perdants dans pratiquement toutes les séries, sauf Dallas. Donc moi, j'ai arrêté de douter des Oilers. Ils vont le faire cette saison. This year is the year. McDavid a gagné le Four Nation. Si vous remarquez bien, quand il a soulevé la coupe, il n'a pas trop célébré. This guy is on a mission. Il va gagner sa première coupe et il va rentrer dans la légende, comme les autres grands joueurs qui sont passés dans la Ligue nationale. This is your moment, McDavid. C'est difficile d'aller contre. Je vais prendre l'inverse de toi, juste parce que je veux pas te jinx. Ouais, Je vais prendre les Panthers. Je vais prendre en 7. Les Panthers, je crois au système. Je crois en Paul Maurice. C'est sûr et certain que McDavid, c'est un monstre. John Gisalo, c'est un des meilleurs, c'est sûrement le meilleur joueur de la Ligue durant la saison. Pour les Panthers, encore une fois, les Warriors vont être victimes du système des Panthers. Parce que peu importe où tu vas être sur la glace, t'as toujours un gars qui est avec toi. T'es jamais tout seul sur la glace. Puis quand t'as la rondelle, tu es certain que tu vas pas l'avoir pour longtemps. C'est comme ça que les Panthers vont jouer. Le physique, t'as plus d'énergie quand tu finis de jouer contre les Panthers. C'est pas, même si tu as alloqué le quatrième trio et tu l'as vécu dur, imagine qu'est-ce que les grands joueurs comme McDavid puis Taylor vont sentir avec encore une meilleure équipe avec l'ajout de Brad Marchand. Donc, je vais prendre pour les Panthers, mais si je devais dire qui j'aimerais qu'il gagne, j'aimerais que McDavid gagne. Parce que c'est le meilleur joueur de la Ligue, puis c'est le temps que le meilleur joueur de la Ligue remporte cette Coupe Stanley, comme Sidney Crosby a réussi à le faire. Et justement, à sa deuxième tentative en finale de la Coupe Stanley contre les exact. Red Wings. Donc, McDavid est capable de faire, sera peut-être capable de faire la même chose que son coéquipier des Four Nations a pu le faire il y a à peu près 17 ans de cela. Exactement. Donc moi aussi, je suis d'accord avec toi. Puis espérons-le pour lui. J'adore les Panthers aussi. Donc je serais pas butthurt s'ils Puis gagnent. c'était un des premiers des gars que j'ai connu qui Les prenait fans pour les des Panthers. Panthers. Ouais. Quand il y avait eu Moi, Bergeau pis j'adorais tout, cette là. équipe-là. Ouais. Ouais, t'étais sur le bandwagon dans ce là. Ben oui. Donc j'espère que que le meilleur gagne. Dans mon cas à moi, c'est deux équipes que j'apprécie. Bah, plus les Panthers, j'apprécie comme équipe, mais j'aime beaucoup McDavid. Donc, s'il gagne, c'est tout bénef pour moi. Puis j'espère qu'il va gagner sa première coupe cette année. Donc, on verra ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-nous vos prédictions. Puis on en reparlera, I guess, la semaine prochaine. On aura déjà un aperçu de ce que ça ressemble de ces finales. Donc, à plus. Salut!